À Genève, au cœur de la diplomatie mondiale, le château d'Aïr, datant de 1427, abrite dans son enceinte une université privée, accréditée par la Confédération suisse et reconnue par la qualité de ses programmes et son ouverture internationale. La Suisse UMEF offre un environnement multiculturel unique où l'excellence académique se conjugue avec une forte dimension pratique et internationale. Elle propose des bachelors et des masters en business administration, relations internationales et intelligence artificielle, ainsi qu'un doctorat en administration des affaires. Dans ce cadre magique de la fin du Moyen Âge, le château d'Aïr, qui abrite l'université suisse UMERF, en Université in Applied Science, nous avons le plaisir d'accueillir encore une fois Hichem Lemmissi, analyste en géopolitique, qui enseigne dans cette université. Le thème du jour sera le Soudan, sujet brûlant et complexe de l'actualité. Pays dévasté par une énième guerre. Il faut dire que depuis 1956, ce pays est traversé par une série de conflits. Je ne retiendrai moi-même que la prise de pouvoir en 1989 de Omar al-Bashir, qui a régné ensuite pendant pratiquement 30 ans. Oui, 30 ans même très précisément, puisqu'il est renversé en avril 2019 par la rue. Un pouvoir à la fois militaire et civil s'installe pour 2 ans, et 2 généraux qui sont à la tête de ce pouvoir vont finalement se déchirer, et une guerre civile à partir de 2023 va s'installer. Guerre civile qui dure actuellement toujours. Est-ce que, Hichem, tu peux nous éclaircir un petit peu sur ces événements en les enrichissant, évidemment, de tes connaissances? Très bien. Merci, cher Lorenzo, pour cette nouvelle invitation qui permet justement de faire un petit peu un récapitulatif général de la situation au Soudan, qui, comme tu le rappelais, traverse une période de ce que l'on peut qualifier très clairement de guerre civile, sur fond d'épuration ethnique, notamment dans la région du Darfour, qui tient de multiples raisons, en lien avec une dimension fortement économique que l'on oublie souvent de traiter, et puis également aussi le jeu de puissance régionale, voire de puissance internationale, de dimension, on va dire, géopolitique mondiale, qui, sans prendre ces éléments en compte, ne permet pas en fait de comprendre la réalité profonde du conflit. Alors pour établir les faits sur l'actualité du moment, comme tu le disais, donc le Soudan est dans une logique aujourd'hui qui est une logique de guerre civile, qui a commencé par l'opposition en fait, de 2 chefs militaires à partir de 2023, donc comme tu les as cités, Hemedti et le général Burhan, qui l'un était chef d'état-major, donc Burhan, de l'armée soudanaise, et l'autre était en quelque sorte le leader d'une rébellion armée dans une région très particulière qui est celle du Darfour, à la tête de ces fameuses troupes liées aux tribus qu'on appelait Janjaweed. Parce qu'il y a eu une médiatisation autour d'un conflit au début des années 2000 très violent au Darfour, où on retrouvait déjà cet acteur de Hemedti, de son vrai nom Dagalo, Mohamed Dagalo, et on est en fait dans un conflit de chefs, de chefs de guerre, qui se disputent en fait la pérennité et la domination du Soudan. Mais lorsqu'on dit cela, en réalité, on évacue un point qui est très important, c'est le fait que depuis son indépendance, en 1956, en fait, le Soudan est confronté à des logiques quasi perpétuelles de guerre civile. Au départ, une guerre civile qui a surtout opposé le nord du pays et le sud, qui s'explique principalement par des lignes de fracture, on va dire, ethno-culturelles,
sans forcément être dans un déterminisme culturaliste absolu. Puis il y avait une dimension aussi idéologique, hein, par rapport à une dimension aussi de lutte, hein, liée à des mouvements communistes et autres. Mais c'est surtout le fait que le Soudan s'est construit en fait comme un État qui mettait en relation des populations qui étaient très différentes. Donc les populations du Nord, de culture plutôt arabo-islamique, et pas forcément simplement arabe, hein, parce qu'on a toujours une lecture, on dit le nord arabe et musulman, puis le sud noir africain et animiste ou chrétien. Alors qu'en fait, c'est pas tout à fait comme ça. Vous allez dans le Sud-Soudan, qui est devenu un État indépendant, vous avez quasiment une répartition, un tiers de musulmans, un tiers de chrétiens, un tiers d'animistes, et puis ils sont également en guerre civile, même si on ne le médiatise pas beaucoup. Et dans la partie des 2 tiers nord du Soudan, on a effectivement une population qui est très majoritairement musulmane, à plus de 95%, qui s'identifie plutôt dans la sphère culturelle arabe, hein, très clairement. Et d'ailleurs, tout le monde parle arabe, et d'ailleurs même au Sud-Soudan, hein, la langue première, c'est l'arabe. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est que ce n'est pas une dimension purement ethnique ou une question de couleur, comme c'est souvent présenté en fait dans les médias. Parce que vous avez par exemple les Nubiens, qui ne sont pas du tout arabes, et qui sont tout à fait noirs, et qui font partie des éléments du leadership soudanais que l'on qualifie d'arabo-islamique. Donc c'est pas tout à fait la situation n'est pas tout à fait celle qui est présentée dans les médias. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est plus la façon dont les acteurs en fait s'identifient. Et donc on est passé d'un conflit nord-sud basé sur des éléments, on va dire, ethno-culturels, à un conflit maintenant dans le cadre du Soudan qui s'est détaché du Sud-Soudan, hein, début des années 2010, hein, 2011-2012. Et dans ce Soudan, eh bien, on a eu la perpétuation d'un conflit très violent, notamment dans la région du Darfour, l'ouest du pays, qui a mis en opposition en fait des populations qui se disputaient tout simplement le contrôle de la terre, mais qui, dans leur confrontation, a recoupé en fait des rivalités anciennes qui, vues de l'extérieur, semblent constituer exclusivement ce qui relèverait d'une forme de nettoyage ethnique qui existe, hein, d'ailleurs sur le terrain, mais qui est lié en fait à des enjeux qui sont des enjeux purement économiques, liés à ce que je disais, le contrôle de la terre, mais aussi de plus en plus à une dimension géopolitique avec l'action d'acteurs extérieurs. Donc nous avons cette fraction pas si claire que ça entre les Arabes qui sont plus au gouvernement, si j'ai bien compris, et des populations ethniques différentes au sud et au Darfour. Donc on a des musulmans, on a des chrétiens, j'ai bien compris ça, et des animistes, ou pas de chrétiens. Alors, ça c'est dans le Sud-Soudan, mais au Darfour on a 100% de musulmans, quasiment. Voilà. Alors, les surtout chrétiens sont aussi présents dans le sud. Alors, les chrétiens sont présents dans le Sud-Soudan, mais le Sud-Soudan est maintenant indépendant. Donc maintenant, lorsqu'on parle du Soudan, c'est-à-dire c'est le Soudan avec la capitale Khartoum, donc qui a été divisé en deux. Donc on parle de la partie nord du Soudan, et dans cette partie, on a une présence chrétienne très limitée, qui est surtout présente autour de la capitale, Khartoum, puis quelques régions du sud du Soudan, à ne pas confondre avec le Sud-Soudan. Par contre, le lieu où se déroule, la région où se déroulent actuellement les conflits les plus durs, c'est le Darfour. Et le Darfour, on est dans une région qui est quasi exclusivement musulmane. Et où la ligne de fracture, elle est plus ethnique ou présentée comme telle que religieuse. Elle n'est pas du tout religieuse. Là, on a affaire à une population exclusivement musulmane. On est plus sur des tensions d'ordre ethnique et dans une opposition, en fait, sédentaire nomade, agriculteur, pasteur. Et alors le gouvernement joue sur ces rivalités territoriales et ethniques pour essayer de s'imposer plus durablement. Alors, maintenant, le souci, c'est qu'on n'a plus vraiment de gouvernement. C'est-à-dire qu'on a officiellement un gouvernement qui est surtout dans le camp du général Burhan, mais qui ne contrôle plus l'intégralité du pays, qui a perdu le Darfour et qui a perdu une partie du sud du Soudan. À ne pas confondre, hein, je le redis à nouveau, avec le Sud-Soudan. Et donc, si on doit parler de pouvoir central,
aujourd'hui, il est en opposition avec une rébellion qui est surtout ancrée dans la région du Darfour, qui est portée par le fameux Hamati Dagalo. Par rapport à la question de l'instrumentalisation de la question ethnique, là, tu fais allusion en fait à une situation qui prévalait avant l'éclatement de ce conflit, c'est-à-dire plutôt aux alentours des années 2005, où on a une forme de soulèvement dans la région du Darfour contre le Soudan qui était uni à l'époque, et qui va être réprimé très violemment, et dans lequel le pouvoir central de al-Bashir va justement instrumentaliser un petit peu la question ethnique en armant notamment les tribus dites nomades arabes des Janjaouides, qu'elle va armer très fortement et qu'elle va encourager en fait à s'inscrire dans une logique de guerre et de massacre à l'égard des populations sédentaires du Darfour qui sont issues de plusieurs tribus qu'on va rattacher plutôt à des populations dites nilotiques, mais qui sont musulmanes elles aussi, mais qui sont identifiées comme non arabes, même si elles parlent l'arabe le plus souvent en tant que première langue. C'est un peu tout le paradoxe du Soudan. Tout comme ceux qui se prétendent arabes, ethniquement parlant ou d'un point de vue anthropologique, même si je n'ai pas forcément ce terme qui renvoie à des connotations un peu colonialistes, ce sont des populations qui sont noires également, mais qui s'estiment ou qui s'identifient comme arabes. Et alors la période finalement de ces 30 ans de règne de al-Bashir, est-ce que ça a un petit peu stabilisé la situation par rapport au Darfour, entre le sud, entre le nord du Soudan? Est-ce que ça a servi un peu de couverture tranquillisante, ou simplement toute velléité de rébellion a été simplement réprimée par la force? Alors la période d'al-Bashir, c'est une période qui est une période en réalité très difficile, c'est-à-dire qu'on a une volonté d'inscrire un régime qui soit un régime de répression très dur, mais qui au final n'a pas abouti à assurer une stabilité au Soudan, puisqu'on est passé de la conflictualité qui était celle du Nord-Soudan face au Sud-Soudan, et même après l'indépendance du Sud-Soudan, la situation a continué à être problématique au sein du Soudan, même au moment où le gouvernement, à l'époque d'al-Bashir, a mis en évidence, a voulu donner une dimension encore plus islamique au pays, pour essayer justement de dépasser les oppositions ethniques, parce que vu de l'extérieur, le Soudan devient une république islamique, république arriérée, régime arriéré, etc. Du point de vue soudanais, ce n'était pas du tout vécu comme ça. C'était plus l'idée que l'islam, la religion, était utilisée pour renforcer en fait la cohésion nationale autour de la dimension religieuse. Mais même ça n'a pas marché, puisqu'on s'est retrouvé avec une contestation en fait du pouvoir central dans les régions du Darfour, dans d'autres régions encore, mais surtout dans la région du Darfour. Et ces contestations s'inscrivaient surtout du fait que, en fait, depuis l'indépendance du Soudan, le Soudan, les autorités n'ont jamais réussi à mettre en avant un modèle, on va dire, inclusif en direction des marges du pays, qui se sont toujours sentis en fait rejetés, oublié, et qui a toujours considéré que le Soudan était dominé en fait par les élites de Khartoum, identifiées comme arabes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a une conflictualité dans le système lui-même, puisqu'on a eu ces deux chefs de guerre qui ont pris le pouvoir ensemble à partir de 2021 et qui sont entrés dans une opposition particulièrement violente maintenant depuis 2 ans, sachant que les deux hommes sont issus de groupes et de tribus, et la notion du tribalisme est très importante encore aujourd'hui au Soudan, qui sont elles-mêmes identifiées comme arabes. À la différence que Burhan est affilié aux tribus arabes du Nil, et Dagalo, même si son nom a plutôt une connotation fortement nilotique, pour ne pas dire globalement plutôt noire, africaine qu'arabe, et lui est assimilé en fait aux tribus arabes du Darfour, plutôt du désert. Mais alors, cette contestation de la rue qui est arrivée en 2019, en avril 2019, moi je m'en souviens,
qu'est-ce qui a été véritablement l'élément déclencheur? C'est cette non-inclusion toujours du Sud qui, au fil des années, au fil de ces 30 ans, s'est exacerbée, ou est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs, des étincelles qui ont vraiment abouti au... parce que je me souviens, si ma mémoire est bonne, qu'il y avait même c'était une femme qui représentait cette révolution à un moment donné, qu'on avait symbolisée à différents endroits. L'élément, comme en 1789, hein, certaines mauvaises récoltes, etc., qu'est-ce qui a fait que finalement c'est en avril 2019 que al-Bashir a dû se retirer? Non, je pense que par rapport à ce qui s'est déroulé en 2019, on est plus dans un mouvement qui est vraiment un mouvement urbain, qui était très fortement porté par les réseaux sociaux, qui est plus assimilable au printemps arabe, début des années 2010, sachant que le Soudan est fortement connecté à la sphère arabe, hein, du point de vue culturel, et qu'on est un petit peu dans les relents de ces mouvements dits de révolution ou de printemps arabe qu'on a vu en Tunisie, en Égypte, qui ont connu aussi une évolution tragique en Syrie, en Libye, on a eu des mouvements aussi au Yémen, des tentatives au Bahreïn, et ce que l'on retrouve au Soudan, ça s'inscrit vraiment dans ce mouvement. Simplement, l'éclosion, elle se traduit politiquement par un changement qui vient en 2019, avec l'appui aussi de soutien extérieur, qui ont fait que al-Bashir n'a pas réussi à se maintenir à la tête du Soudan. C'était plus en fait dans ce cadre-là que la conflictualité actuelle, qui s'inscrit cette fois-ci dans des logiques plus régionales. Alors, après cette période de 30 ans, donc on a 2 ans d'une sorte d'interrègne, si on peut dire, et puis arrivent justement ces deux généraux qui vont finalement se livrer une guerre sans merci. On est vraiment dans une logique de conflit des chefs de guerre, tout simplement. C'est vraiment... comme ça, je pense qu'il faut interpréter à l'échelle très localisée. C'est une guerre de leadership entre deux hommes qui ont peut-être des vues différentes sur le Soudan, puis surtout qui s'affrontent en raison d'ambitions qui sont des ambitions personnelles. Chacun veut être calife à la place du calife. Ils n'ont pas réussi peut-être à se mettre d'accord sur la hiérarchie qui devait primer, sur les postes, sur les personnes qui devaient diriger. Mais en tout cas, ce que l'on sait, que c'est l'une des grandes motivations donc, de l'opposition de Hemeti, d'Agalo, c'est le fait d'avoir considéré que l'ouest du pays, et notamment le Darfour, était marginalisé par Khartoum. C'est l'une des grandes motivations. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, c'est-à-dire qu'on passe à différents niveaux d'analyse, on voit qu'en réalité, on a des acteurs extérieurs qui se sont inscrits en fait dans ce conflit et qui ont contribué en fait à encourager cette rébellion et en continuant à la soutenir jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui fait que l'on retrouve en fait des oppositions à différents niveaux. C'est-à-dire que derrière cette guerre, hein, qui est clairement une guerre civile et en même temps une guerre des chefs, on a des oppositions régionales entre le Darfour et l'Ouest qui considèrent être marginalisés par rapport au pouvoir central de Khartoum, mais ça peut concerner aussi des régions plus au sud du Soudan, hein, notamment la région des monts Nouba, le Kordofan aussi, qui pourraient rentrer également ou être considérés dans l'interprétation que l'on fait du conflit, pourraient être pris en considération également dans cette opposition. Mais on a également une dimension très fortement économique, avec la volonté de captation par certains acteurs, et notamment les acteurs de la rébellion, bien de grandes ressources minières, et notamment aurifères, du Darfour. Avec en sus un autre élément qui est celui du prétexte en fait, de la guerre pour faire en sorte que ceux qui ont soutenu le camp de Hemeti, donc les tribus janjaouides, finissent en fait par exercer une sorte de captation des terres, confiscation des terres, dans un territoire où
eh bien, il existe un conflit qui s'est très fortement développé entre les agriculteurs sédentaires et les nomades, ou les pasteurs nomades. Et ça, c'est une des clés, en tout cas à l'échelon, hein, au niveau de l'analyse, à l'échelle d'analyse locale, qui permet de comprendre en fait les motivations de cette guerre et de l'épuration ethnique, hein, la politique d'épuration ethnique. Hein, c'est réellement ce qui se passe aujourd'hui au Darfour, avec un nombre de réfugiés absolument étonnant. On est à 12,5 millions de réfugiés sur quasiment l'ensemble du Soudan, et plus particulièrement de réfugiés issus du Darfour, avec vraiment une volonté d'exclusion et d'expulsion des populations, entre guillemets, taxées de non-arabes par les milices janjaouides. Même si c'est plus compliqué que ça, ce n'est pas une histoire réellement ethnique, hein, c'est vraiment une opposition qui est économique, dans un contexte de réchauffement climatique, difficulté à trouver des pâturages, tensions sur les terres, croissance démographique, où en final, certaines parties profitent de l'anarchie ambiante de la guerre pour régler leurs comptes et en fait, ou massacrer les populations qui occupent les terres qu'ils convoitent, ou bien assurer en fait les conditions du nettoyage ethnique pour les forcer en fait à partir et à quitter leurs terres. Et c'est ça qui se déroule aujourd'hui. On va peut-être ouvrir un deuxième volet sur justement des raisons plus économiques de cette guerre qui la perpétue. Et pour conclure, est-ce qu'il y aurait une solution, est-ce qu'il y a une solution à ce conflit qui pourrait être envisagée? Quelle pourrait être la situation qui fasse que finalement les parties s'arrêtent de s'entretuer? Alors, 6 milliards de solutions. J'ai envie de dire que la solution, ce serait que le cadre traditionnel qui doit assurer la sécurité internationale fasse son travail, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité, qui devrait être en mesure de pouvoir dicter un certain nombre de dispositions pour faire en sorte que l'on assiste, à défaut d'une médiation de paix qui a été entamée en Arabie Saoudite, hein, les discussions de Jeddah telles qu'elles ont été appelées, afin de trouver le cadre d'une sortie de crise entre les deux parties en guerre. Mais malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les intérêts économiques en réalité sont tels qu'on a une implication d'acteurs extérieurs qui en fait mettent de l'huile sur le feu, pas dans un objectif réel de vouloir soutenir un camp contre un autre pour des raisons idéologiques, mais vraiment pour des raisons bassement prédatrices, économiques, c'est-à-dire l'exploitation d'un certain nombre de ressources au Soudan. Et ce que l'on retrouve en fait à l'échelon local, et quand je dis l'échelon local, c'est-à-dire par exemple à l'échelle du Darfour, la tentative de captation des terres, on le retrouve à une échelle plus régionale, avec un certain nombre de pays qui ont des intérêts en fait à défendre au Soudan et qui vont prendre parti de soutenir ou un camp ou un autre pour justement aboutir à leurs objectifs. Très bien. Merci Hichem pour ce premier volet historico-politique. Nous allons nous retrouver bientôt pour entamer justement l'autre aspect de cette guerre. Merci de votre attention.